I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. 30, hey, hey, nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. Salut les gars, ici votre boy Charles DB, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur, mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas, like, commente et abonne-toi. Tu l'as fait, c'est bon? On peut commencer. Donc comme je disais, nouvel épisode, nouveau rêveur. Aujourd'hui, je vous ai ramené du lourd. 1m79, 95 kg de muscles, double fois champion de, c'est quoi, casque de diamant, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement, de foot US avec le Flash de la Courneuve, champion d'Europe avec l'équipe de France. C'est ça. Et aujourd'hui, capitaine du Paris Musketeers, la première franchise européenne à Paris, en C'est France. ça. Monsieur Exactement. Jason Aguemon. Quelle belle présentation. Comment vas-tu? Merci. Bah, ça va bien. J'ai plus besoin de me présenter. Tu Non, l'as si vas-y, bien quand fait. même, quand même. Donc, ouais, c'est ça. Jason Aguemon, joueur de football américain, je peux dire professionnel aujourd'hui. Paris Musketeers, c'est la première franchise professionnelle de football américain en France. Ok. Et je fais partie de cette aventure. Nice, nice. Moi, j'aime bien commencer les podcasts avec une anecdote sur comment j'ai connu l'invité. Ok. Donc, comme je te disais off caméra, moi, je t'ai connu en regardant les vidéos de Léo Sartel. Tu Ok. vois, je devais partir au Canada et tout, et c'était le seul mec qui faisait des présentations du campus de Bishop, Sherbrooke, etc. Et je vois la vidéo de la Combine CFL où tu es avec, je crois que c'est même pas Léo Sartel, c'est Unseen Samy qui Ouais, l'a c'est fait ça, c'est Samy. avec exact, Anthony exact. Maungu, et je te vois toi dedans, et je me dis, mais en fait, il y a un délire avec le foot US. Ah bah, Tu vois, j'avais des potes qui jouaient au foot US à Longjumeau, les Quarks, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Ouais, et tu vois, c'est là où je découvre qu'il y a un championnat. Ouais. Tu vois, genre, je me rends pas compte et tout. Du coup, comme on dit, pour connaître un homme, il faut connaître son contexte. Est-ce que tu peux te présenter et me dire comment tu es tombé amoureux du foot US? Donc je fais le tout là. Je fais les T'en prie, récaps vas-y. de... Exactement. Ok. Donc football américain, j'ai commencé par les arts martiaux, rien à voir. Ouais, bah, C'était judo, jiu-jitsu, mais j'ai toujours été intéressé par l'univers athlétique qu'il y avait dans les sports américains. Peut-être pas la taille pour faire du basket. Donc football américain. Et le truc qui m'a mis vraiment l'envie ou le go vers la bouche, c'est un manga, High Shield 21. Là, Ok, je suis vraiment ok. devenu fou du football américain. Et par hasard, avec une discussion, je crois que je l'ai eu au lycée, ouais, avec un pote à moi, qui me dit que le football américain, ça se fait en France. Et surtout qu'il y en a un qui a un club pas très loin de chez moi, qui est le Flash de la Courneuve. Ok. Donc il me dit, vas-y, viens, essaye un entraînement. J'y vais et nous voilà 14 ans après. Lourd, lourd. Mais attends, c'est pour ça que tu joues running back, du coup? C'est la première question qui me vient en tête. Peut-être que ça a joué, hein. Franchement, Ouais. peut-être que ça a joué après. Ok. À l'époque, mes premiers matchs de football américain, c'est regarder Reggie Bush à l'époque, Ok, sélectionneur. ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est les petites rostas comme ça de l'époque. Et c'est plus par mes premiers matchs NFL, par les premiers joueurs que je suivais, que j'ai choisi le poste de running back. Ok. Et la visière, ça, tu l'as volé à Ishil. Ouais, je l'ai volé. Je comprends. C'est lui, ça. Non, mais top. Et du coup, voilà, moi, je me suis un peu renseigné sur ce que tu as fait. Tu as fait toutes tes classes, toute ta formation au Flash, en fait. C'est de la ça. Courneuve. Carrément. Et je sais qu'il y a une petite finale où le goût reste encore amer, en cadet, c'est ça? Ouais, ça. Écoute, je crois. Ça, c'est le meilleur exemple de dire que tu apprends par la défaite, Ouais. puisque je commence le football américain. J'ai une dimension assez athlétique, c'est ce qui fait que je suis repéré très vite, que dès ma première année, je suis surclassé pour aller en équipe de France, pour avoir mes premiers stages équipe de France et tout. Ok. Donc, j'avoue, je commence le football américain, tout se passe comme je l'avais pensé dans ma tête, je suis Ouais. easy, Ça va je suis vite. chaud dans le sport, je me dis, c'est fait pour moi. On fait une saison invaincue. Ok, On ouais, va en ouais. finale en cadet dès ma première année de football américain et là, paf, genre cette grosse défaite Ah, en dur. finale. Normalement, tout devait bien se passer et ouais. Donc, ça m'apprend qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose dans le sport, même quand on a le potentiel, même quand on a les aptitudes et tout, il y a quelque chose d'autre à avoir et c'est cette défaite qui me l'a appris. Ok. Et avant de parler du parcours pro, etc., à quel moment tu te dis, ce sport-là, je le kiffe, il y a moyen que ça devienne mon métier? Alors là, ça, franchement, dans la société dans laquelle on vit, je pense que la plupart des gens pourraient dire que je suis fou. Franchement, je suis vraiment un craquette du sport ou autre, Ouais. parce que là, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Le déclic, il se fait quand? Jeune, c'est facile. Ouais. Franchement, jeune, c'est facile de se dire, on fait la passion, c'est ce qu'on aime, on perd du temps pour ça, on donne du temps pour ça. Le déclic, il se fait après le championnat d'Europe. Genre, je crois, 25-26 ans. Donc Ok. là, Ah ouais, un t'es- âge où tu
dit ça y est, quoi. Il faut faire quelque chose de ta vie, il faut prendre les bonnes décisions. Ouais. Je reviens à l'aéroport et après être champion d'Europe, rien. Que dalle. Ouais. On est champion d'Europe, mais c'est tout. Pas, Et, pas d'argent, pas de trucs. Que dalle. Franchement, c'est un sport amateur jusqu'à là. Genre, il n'y a aucun, comment dire ça, il n'y a aucun aperçu ou autre pardon, pour devenir professionnel. Il y a pas de, à cette époque, il n'y a pas de CFL Combine. Il me semble qu'il n'y a même pas encore le IPP pour partir en NFL et tout. Donc, à 26 ans, il n'y a aucune visibilité Sur de le devenir futur, ouais. sur le futur du football américain. Et c'est là que je fais la plus grande décision pour moi, enfin passion. Je me dis, hey, gars, écoute, ça te rend heureux, tu kiffes, ça nourrit ton âme. C'est peut-être pas la décision la plus bonne financièrement ou autre, tu vas peut-être le regretter, mais vis le truc à fond. Il y a le déclic qui se fait et c'est vraiment chelou parce que je me mets au chômage, je quitte mon taf comme ça, burn-out et tout, je quitte mon taf et je me dis, au moins un an, c'est quoi, au moins un an, donne-toi comme si c'était pour être pro. Genre, quitte le sport, fais à fond, sans regret. Donc, pour la première fois, je me mets vraiment à la muscu, préparation physique. Je me dis, ça va être cette année et tout. Ouais. Et message de l'univers, j'entends parler d'un CFL Combine. On dit que la CFL, elle va venir en Europe, elle va faire un tour et tout. Je me dis, bizarre. Donc, prochain camp équipe de France, je me rappelle Pierre Trochet. Merci Pierre Trochet. Dédicace à toi. Dédicace à Pierre Trochet. Et il me confirme que ouais, il y a la CFL et tout. Et je lui dis, je veux une place. Il me dit non, désolé. Mais, wow. De ouf. Il me dit non, désolé, ton âge, ça va être ric-rac. Ouais, j'arrive à 27 ans et tout. Ils veulent C'est vrai que pour les gens qui ne savent pas, la Combine, c'est une batterie de test, donc physique et technique, dans un processus de draft. Exact. C'est vrai que la draft, quand tu as 26-27 ans, c'est cuit. sais pas, Enfin, c'est pas tu cuit, sais. mais quand tu es un prospect qui est un peu vieux, Exact. on cherche des joueurs avec du potentiel. C'est vrai qu'à 26 ans, on se dit... C'est bizarre. Et donc, il me dit, je vais voir ce que je peux faire, mais je pense que c'est mort pour toi et tout ça. Je continue ma prépa, je continue pour la saison flash et j'ai oublié les dates. Franchement, je vais te dire n'importe quoi, je crois que c'est en décembre, un truc comme ça, alors que le combat il est en février. Je reçois un appel, il est cash. Il me dit, j'ai une place pour toi. Oh là 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 là. Encore, hein. Des fois, l'univers marche en ta faveur. Tu vois hein. ou pas? Grave, Et il me grave. dit, il a une place pour moi. Je me dis, ok, c'est maintenant, tu sais quoi, tu avais décidé de vivre le truc à fond et tout. Qu'ils te prennent ou pas, je me dis, franchement, j'y vais sans aucune intention. On me dit 26-27 ans. Je me dis que même pour les clubs CFL, ils veulent du renouveau, ils veulent enfin l'ouverture sur l'Europe, ils veulent être mondial. Je me dis que même à 27 ans, quoi qu'il se passe, voilà, quoi, tu feras juste les tests et voilà. J'y vais. Donc, quelques mois après, 1 ou 2 mois après, pour les combines CFL. Donc, ce que tu racontais, Samy, dans la il est vidéo de là, Samy. il est dans le bas, Insider. vraiment Dédicace dans à Samy, l'inside. d'ailleurs. Ouais. Il est vraiment dans l'inside. Je me rappelais ce qu'il racontait. Il disait qu'il allait tenter d'être au plus proche de nous. Il a vraiment été au plus proche. Non, mais clairement, clairement. Et donc, les tests. Donc, les tests commencent. J'avoue, j'y arrive avec une confiance. Je me dis, hey, c'est toi, c'est ta journée et autres. Et au final, j'ai tout éclaté. Franchement, il me semble que il y avait 98 athlètes mondiaux, Japon, Mexique, Européens. Ouais. Et à la fin de ces tests, quelques semaines après, j'apprends que c'est un truc non officiel, genre avec des graduations, autres sur test, qui mettent tout en relief et tout. Bah, j'arrive premier de la sélection. C'était quoi les épreuves un peu forties, j'imagine? Ouais, alors il y avait donc test de vitesse sur 40 yards, il y avait bench. À la différence, elle test, il test. À la différence avec la NFL, il y avait aussi des tests football. C'est-à-dire que l'après-midi, on se mettait casque épaulière et qui voulait voir comment on bouge football et des oppositions. Avec contact et tout? Ouais. Ok, d'accord, Carrément. Ok. Parce que je sais qu'en NFL, tu vois, il n'y a pas justement. Non, de ça, du tout, tu c'est vois, vraiment test physique. il y a voir, beaucoup de drills, même pour les receveurs et tout, voir Exact. comment tu attrapes la balle, mais non, ils avec veulent contact et tout. Opposition, ils veulent Ok. que- Et le bench, c'était 100 kilos aussi? C'était à 100 kilos et j'ai fait quoi 19 reps ce jour-là. Ok. Bah, super, tu vois, le combine et tout. T'es allé un peu vite dans ton développement parce que moi, j'ai vu que ta carrière pro, elle commence vraiment en Allemagne. Ouais, à c'est Lübeck. ça. Ouais, c'est ça, Mais à c'est ce moment-là, ça veut dire que tu n'étais pas payé.
Jusqu'à là, non. Il n'y a rien, aucune thune dans le football américain. C'est pour ça que je te dis un fou, un crackhead. Grave. Il a fait le choix. Grave. Mais là, non, en vrai, genre, ça veut dire que tu quittes la France, tu vois, tu quittes Ouais. ton pays, même si l'Allemagne, voilà, c'est un pays limitrophe et tout, c'est à côté. Genre, tu pars en Allemagne. Est-ce que tu parlais allemand à l'époque? Je sais pas. Pas du tout. Et Même tu vas mon là-bas anglais, pour il est l'amour tout du foot. pourri, pour l'amour du foot. Alors, le truc, c'est que avec les tests que j'avais fait pour la CFL, franchement, j'étais un petit trustard. Franchement, j'étais arrivé premier. J'ai parlé, je crois, des team managers, des GM et tout. Donc, à ce moment-là, j'étais sélectionné parmi les 4 Français pour aller à Toronto, pour faire le 2e tour. Et j'avais une très bonne position. Genre, je pouvais me dire que j'allais jouer en CFL. Il y a eu Covid. Malheureusement. Paf, Covid. 2 ans après, si avant 2 ans, 27 ans, c'était ric-rac, 29 ans, voilà. Ça devient très chaud, très très chaud. Et donc, la relation même avec les équipes et tout, je suis passé de un petit peu la rosta qui parlait à toutes les équipes à celui qu'on calcule plus. Donc, j'ai senti le truc venir. La draft, j'ai pas été pris. Et dans la même année, il y a le LF qui dit que ça va être cette année en sortie de Covid et autres. Et j'ai la chance que le commissionnaire de la Ligue soit un coach que j'ai eu en équipe de France avec qui j'ai gagné les championnats d'Europe. Okay. Et donc, il a suivi un petit peu mon parcours. Il me dit, ouais, tu dois faire partie de la Ligue. J'ai Anthony Dable, pour les connaisseurs, qui m'appelle et qui me dit, te laisse pas abattre, t'as pas été pris. Alors que là, je t'avoue que je suis au plus bas. Ouais, non, je ouais. comprends. D'ailleurs, comment tu le vis, ça? Tu vois, d'avoir donné vraiment de ta vie. Comme tu as dit, tu as mis ta vie en pause pour te préparer au combine et tout. D'ailleurs, est-ce que tu préparais avec des coachs? Pas du tout. Enfin, solo dans ta prépa? J'étais solo dans ma prépa, pour les combines en tout cas. Et après, pour le retour après le Covid, il n'y avait aucune possibilité. C'était à peine on pouvait sortir de chez nous. J'avais la chance d'être athlète de haut niveau. Donc, dans les derniers mois, j'ai pu retourner à la salle. Mais avant ça, tout était KO, quoi. Et je sors de là démuni. Je dois refaire des tests et tout, sans limite 2 ans de sport, en tout cas à haut niveau. Et voilà ce qui arrive. Ok, non, c'est vrai. Fou, oui. Enfin, déjà, je trouve que pour faire du foot US en France, il faut être un petit. Voilà, il faut avoir une petite case en moins, tu vois. Déjà. Et puis, comme tu dis, tu vois, t'as pas d'argent qui rentre, ça veut dire que tu travailles à côté au début. C'est pas prenant ça quand tu t'entraînes et que tu dois travailler à côté. C'est un peu comme les gars qui faisaient du MMA avant que ça devienne bien professionnel comme ça l'est aujourd'hui. Tu vis avec. Franchement, je pense que dans la société d'aujourd'hui, on fait beaucoup le choix de j'ai envie de ça, je veux ça, c'est ça qui va me rendre heureux. Moi, j'ai décidé de faire le choix de je veux être heureux. C'est pas une situation, c'est pas le ça, c'est je veux être heureux. Et avec ce filtre, c'est un peu plus facile de se dire c'est pas une situation, c'est pas un truc pour les autres, c'est pas le regard des autres qui va me rendre heureux, c'est vraiment je veux être heureux. Et à un moment, j'ai décidé que me donner à ma passion, franchement, ça nourrissait mon âme, ça me rendait vivant, ça me rendait. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué aujourd'hui. Quand l'argent ne rentre pas et que tu donnes autant de temps pour un truc et que financièrement, c'est pas viable, tu te poses des questions. Franchement, tu te poses des questions et autres. Mais j'ai continué. Et Leipzig, ça me proposait quand même mon premier contrat pro dans le football américain. C'était la première ligue pro, la première équipe pro dont j'allais faire partie. Et même si j'étais au bout du bout, après la défaite au niveau de la CFL, je me suis dit, vas-y, continue à vivre le truc à fond et tu sais quoi, on verra. Ok, top. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur le back-to-back, quand même. C'est pas rien, parce que pour les gens qui ne savent pas, le Flash de la Courneuve, c'est quand même le club le plus titré. Et là, je parle sous ton contrôle en foot US pro en France, en tout cas. Comment tu le vis ça, sachant que tu enchaînes sur 2 titres d'affilée, plus un titre en équipe de France. Yes, ouais. Ces années-là, cette année, elle a été belle. Comment c'est Cette année, elle a été belle. Ça faisait longtemps, en fait, j'ai connu la gloire en junior. J'avais déjà eu un titre de champion de France. J'ai vraiment connu techniquement, tactiquement, mes meilleures années de foot. Franchement, la formation du Flash a fait des choses très belles. Elle apprend vraiment le foot. Et j'arrive en élite dans une situation un peu compliquée où, à mon poste, il y a des running backs, des ténors, des cadors et tout. Je ne joue pas pendant très longtemps. C'est dur à vivre. Et surtout, le Flash ne connaît pas de victoire, en tout cas en championnat, depuis aussi un bon petit moment.
Donc, déjà gagner le premier titre, c'était une belle vengeance sur un bon nombre d'années depuis mes années seniors. Ouais. Et le back-to-back, il est juste sublime, quoi. Il y a ça, et puis au final, normalement, je devais même pas être en équipe de France. Il y a un petit, Ah ouais? ouais, il y a un petit crush cette année avec mon coach, d'ailleurs, qui me connaît depuis très longtemps, qui me sort un truc. Qu'est-ce qu'il me sort? Il me dit, ah ouais, t'évolues plus. Donc, je vais essayer quelqu'un Waouh. d'autre pour le championnat d'Europe et tout. Et au dernier moment, je me rappelle, c'est d'ailleurs juste avant la finale du championnat de France, il y a la liste qui sort pour l'équipe de France et je suis pas dedans. Alors que j'étais jusqu'à là et tout. Et je me rappelle qu'il y a tous les gens de la Fédé qui sont là et tout. Genre, et, un peu le sang chaud, le gars. Genre, je me rappelle, j'en prends un à partie. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, Ouais, incompréhension. d'où je suis pas en équipe de France et tout, juste avant la finale et tout. Il me dit, non, je sais pas et tout. Là, je fais, hey, gars, turn up, on s'occupera de ça après. T'as une finale à jouer, focus-toi. La finale, elle se passe super bien. Je fais un très bon match, on gagne. Et juste après, donc, j'ai retour même sur pas la le temps de célébrer et tout. Je m'occupe de cette affaire. Je me dis, donc, il se passe quoi et tout. Genre, donc là, j'apprends que c'est mon coach qui a décidé d'essayer quelque chose d'autre. Je me dis, mais essayer quoi? Genre là, c'est le championnat d'Europe, Ouais, l'équipe bien de sûr. France. Sachant et que tout, tu avais fait tout ce qu'il fallait avant et que tu étais dans l'équipe, en fait. et ça. Ouais. Et ok, je comprends pas trop le choix. J'ai mon DTN qui s'en mêle. Au final, je suis appelé en équipe de France. J'ai un peu la rage et tout. Je fais une paire avec Yepmo cette année. Et puis, l'équipe de France, dont j'avais pas fait partie juste l'année d'avant, a gagné les World Games. Donc, on arrive quand même, même si l'équipe de France à ce moment-là n'a jamais gagné le championnat d'Europe, avait quand même un backstage. Et on arrive, le championnat d'Europe commence super bien. Demi-finale, on la gagne. Et pour la petite anecdote, on est dans le même hôtel que les Autrichiens, qui nous prennent tellement de haut. C'est ça la finale, hein, Ouais, Autriche-France. c'est Ouais. ça, exactement. Ils nous prennent tellement de haut parce qu'ils font partie des équipes les plus titrées, les plus connues en Europe avec l'Allemagne. Et donc, pour eux, c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Et on arrive en finale, on est mené à la mi-temps. Ouais, 14-7 à la mi-temps. Ouais, j'avais vu ça. Et Dans là, un scénario incroyable. En De plus. ouf, de ouf. Et là, il y a Ezumi qui sort un speak à la mi-temps. Il dit, je sais pas c'est qui doit lever le niveau, mais on a besoin de quelqu'un. Ouais, dans ma tête, je dis, c'est moi. Ouais, je dis, c'est moi, cette personne-là. On arrive, on revient. Pour un rien, je crois que Yepmo, donc le starter, il a son casque, je crois, qui sort. Donc, pour la règle, dès que ton casque s'enlève, tu es obligé de sortir un jeu. Ouais. Je rentre et je mets le TD de ma vie. Bah, Okay. C'est là où tu traverses le terrain. Ouais. C'est ça. Ok. Je mettrai le clip pour les gens pour qu'ils voient. Je mets le TD de ma vie et on revient 14-14 et là on prend le momentum, on prend l'ascendant psychologique et on va chercher le premier titre de l'équipe de France en championnat d'Europe. Magnifique, magnifique. Et tu sais, en faisant mes recherches pour cet entretien, j'ai vu que tu étais international français dans 2 sports. Pas que dans le foot US. Je vais te laisser dire aux gens quel est le deuxième sport dans lequel tu es international français et m'expliquer comment tu passes du foot US à ce deuxième sport-là, qui est un sport qui n'a rien à voir. Rien à voir, exact. Ah, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Ah, okay. On bosse un peu, on travaille. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je suis international aussi, du coup, au bobsleigh. C'est quand même fou. Et foot US et bobsleigh. Waouh. Donc, ouais, bobsleigh. Alors, du coup, pendant l'année où je passe ma formation de coach, j'ai mon directeur de formation qui est passionné de bobsleigh, qui a déjà frôlé les JO, en tout cas qui a fait partie d'une équipe qui allait aux JO. Et pour blessure, ou si je ne dis pas n'importe quoi, jusqu'au dernier moment, il n'a pas pu faire les JO avec son équipe. Ouais. Il était qualifié, donc il était le remplaçant de l'équipe, donc il a vu ses camarades participer aux JO. C'est un petit truc qui lui est resté, il a toujours voulu les faire. Et moi, je voulais juste me faire bien voir de mon directeur. Je me disais, si je me le mets dans la poche, ça peut que faire bien pendant mon année de formation et tout. Ouais. Et il me semble qu'il fait passer des tests. Et donc, pour la petite anecdote, il y a beaucoup d'athlètes reconvertis au bobsleigh, des sprinters, des haltérophiles, en tant que pousseurs, pas en tant que pilote, mais les pousseurs, donc ceux qui poussent le bobsleigh jusqu'à aller dans la piste. Et donc, je passe des tests de vitesse et de poussée. Donc, on pousse un chariot et on est chronométré pour voir si on fait les temps adéquats pour devenir pousseur en bobsleigh. Donc, je vais à Reims. Et comme ça, pour le feeling, je passe les tests. Je fais
super bon un super bon chrono, aussi rapide qu'un des sprinters, nationaux de l'époque. Et il me dit, ok, tu fais partie de l'équipe. Je dis, ok, cool, pourquoi pas. Donc de là commencent des fois des semaines de stage où on va à la Plagne, c'est une des pistes connues en France. Ok. Et franchement, tout va vite. Genre, je m'entraîne, ok, cool, je reviens sur Paris. Et puis un jour, il me dit, ouais, là, on va faire un test contre l'équipe de France. Franchement, je suis un je m'en foutisme, t'as peur. Genre, je comprends pas trop ce qui se passe. Ok, on fait un test contre l'équipe de France. Pourquoi pas? Tu vas quand même, quoi. Je vais quand même, ouais. Par Franchement, amour du sport. moi, je suis trop bête. Et franchement, dès que tu me dis défi, dès que tu me dis compète, vas-y. Ouais. Et je les bats. Et C'est tout. et c'est tout. Genre, et franchement, je demande C'est même pas capté. midi à 14h. Compète, défi. Et là, elle me dit, ouais, on fait un test contre l'équipe de France. Je me dis, ouais, pourquoi pas, je veux voir ce que ça vaut. Il y a aussi l'équipe de Monaco en France, qui est super bonne, en tout cas à l'époque. Et donc là, c'est un test juste de poussée sur un début de piste, donc un peu incurvé. Donc on fait la poussée et on doit monter vers le haut et Dans le boum, bobsleigh. on vient et ça repart. C'est vraiment juste la poussée. Et sans le savoir, le temps qu'on allait faire là est en fait ultra important. C'est simple. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de championnats nationaux ou autres de bobsleigh. C'est soit tu avais le niveau pour faire les compétitions internationales, soit rien. Okay. Et donc, le niveau, il était décidé par rapport au temps que tu faisais, par rapport aux équipes de France actuelles. Okay. Et donc, OK, on fait la poussée. Genre, je pense que l'équipe de France, elle passe en première. L'équipe de Monaco, elle passe. Et nous, on fait la poussée. OK, on attend. L'équipe de France, elle refait. Et d'un coup, des félicitations. Il me dit bravo. Ils nous disent bravo, l'équipe de France est bien, il me check, l'équipe de France titulaire, du coup. Je vois mon directeur de promo qui exulte et tout. Je me dis, ok, on a fait un temps, qu'est-ce qui se passe? On rentre au Airbnb et tout. Et là, il me dit, ça y est, on est qualifié pour les compétitions internationales, on peut être une équipe de France, on a un championnat d'Europe dans 3 mois. Je dis, ah ouais, ok. D'accord. Et c'est parti, je fais partie d'une équipe de France de bobsleigh. Comme ça. Comme ça. Et après, tu vas au championnat d'Europe. Je vais au championnat, je fais des coupes d'Europe. Dans cette année-là, on était en liste pour essayer de participer au JO. Ouais. Malheureusement, on n'a pas fait les temps ou les podiums nécessaires pour se qualifier, tout simplement. Wow. Donc, une année en équipe de France de bobsleigh. Mais là, ça veut dire que dans un monde parallèle, tu aurais pu te retrouver aux Jeux Olympiques. C'est ça. En bobsleigh. Dit comme ça, ouais. Oui, non, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ça va bien avec ta personnalité et ce que je perçois depuis le début de cet entretien. Mais ok, top. Mais n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez. Du coup, revenons à l'ELF, qui est un peu je dirais ce qu'était la NFL Europa à l'époque. C'est ça. Vraiment promouvoir le foot US en Europe. Exact. Donc Leipzig, ça commence, ça va. Leipzig. Est-ce que tu vois ça comme un accomplissement? Tu vois, te dire que, putain, enfin, après toutes ces années de... Même si tu as pris énormément de plaisir, tu vois, comme tu dis, ça nourrit ton âme. Enfin, je suis payé pour ce que j'adore faire. Enfin, je suis pro. Alors, dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, tu signes un contrat. C'est du football américain. T'es pro. Il y a quand même un switch qui se fait entre... l'associatif et tu payes ta licence et voilà quoi. Et tu changes de pays, on veut te recruter, c'est toi qu'on veut à ce poste-là, tu signes un contrat et t'es pro, t'es dans le football américain. Dans les faits, c'est la première année de la ligue, c'est la première année de l'équipe qui n'existait pas et tout est en construction. Okay. Donc, si sur le papier je suis pro, c'est beaucoup plus dur de le sentir en réel, quoi. Pourquoi? Au niveau des infrastructures, de l'organisation? De tout. Il y a tout à faire. Surtout à Leipzig. Il y a certaines équipes qui sont, par exemple, revenues, comme tu l'as dit, de la NFL Europe. Ouais. Là, pour nous, pour Leipzig, c'est une équipe créée de but en blanc. C'est-à-dire, elle n'existait pas du tout. On a dit, on prend ce nom, on prend ce logo, on prend ces investisseurs, on prend ce lieu et on fait tout. Et on crée tout. Aucun joueur qui se connaissait à part les Allemands qui étaient de la ville et tout. Des imports, franchement, c'était une aventure humaine incroyable. Des imports qui venaient de partout. Ils venaient de France, il y avait
un Hollandais, un Japonais, Néo-Zélandais. C'était vraiment incroyable de se rencontrer pour des gens qui viennent du monde et qui ont la même passion. Ouais. Mais dans les faits, on en a bavé. Hein. On en a bavé dans cette première année. On devait tout faire, même niveau coaching, niveau équipe, niveau mentalité, pour les Allemands qui, eux, intégraient genre... que tout le monde se mette au niveau professionnel et se dise qu'on est professionnel. Et puis, pour une première année de la Ligue et première année de l'équipe, même si on est pro, les salaires, c'est pas non plus la NFL, c'est les débuts. C'est le début du professionnalisme, tout simplement. Et en plus, au niveau des salaires, et corrige-moi si je me trompe, je crois que vous êtes payé que sur les temps où vous jouez. Exactement. Et une saison de foot US, c'est très court. C'est quoi? C'est 3, 4 mois, 5 max 5 mois, on est payé 5 mois, 6 mois dans l'année. Ok. Et ça veut dire le reste de l'année, tu es soit en France ou ailleurs. Et Exactement. tu dois travailler à côté. Quoi. Exactement. Ok. Du coup, par la suite, tu vas au Rhein-Fire. Au Rhein-Fire. Est-ce que là, ça monte d'un step? Alors, ça monte carrément d'un step. Okay. Ça monte carrément d'un step parce que là, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des équipes qui sont créées de nulle part. Et il y a des équipes qui ont un backstage, qui ont une histoire. Et Rhein-Fire, c'est l'équipe. C'est l'équipe d'Allemagne. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui n'existait plus du tout, mais qui a joué en NFLE. Et la ferveur de la ville pour son équipe, on m'aurait dit, ils attendaient ça depuis 20 ans. Ouais. Genre, on arrive, je crois, le premier match se joue devant 10 000 personnes. Ok. Première fois de ta vie que tu joues devant autant de gens. Carrément, un vrai stade. C'est un stade de Ligue 2 allemand de soccer et tout. 10 000 personnes qui viennent. Les maillots, ils ne sont pas encore en vente, mais tout le monde a des maillots de l'ancienne équipe NFLE. Tu vois dans la ville, tu vois, pour la première fois, le seul maillot en vente sur le site, c'est le mien. Je vois des gens avec mon nom sur leur dos et tout ça. Première fois de ta vie que tu vois des gens avec le maillot Aguemont, je me dis, ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qui comment se passe on se sent là quand on voit ça? Tu vois, petite parenthèse, excuse-moi de te couper, où tu te dis, franchement, le mec là, il porte mon maillot parce que je le fais kiffer en fait. Je mets des émotions à travers moi, ce que j'aime faire. Et lui, il adore ça. Et il a acheté mon maillot. Je t'avoue que je réalise pas. Sur le coup, je réalise pas. Je focus dans mon match. Je me dis, tu vois, il y a ces deux trucs. Là, du coup, plus qu'à Leipzig, il y a vraiment ce côté où je dis, ah ouais, t'es pro là. Ok, t'es pas en NFL, t'as pas les millions et tout ça, mais dans les yeux de ces gens et autres, t'es quelqu'un. Et donc, il y a vraiment, pour moi en tout cas, une pression en plus. Genre, il y a un truc à faire pour eux, il y a quelque chose à leur rendre et autres. Et c'est ça qui a rendu, je crois, mon année un peu compliquée à Rhein-Fire. Okay. Puisque si d'un côté, il y avait extérieurement football, tout le professionnalisme que j'ai jamais connu de ma vie, à l'intérieur, c'était encore une fois la première année d'une franchise qui revenait et tous les struggles qu'il y a quand, il faut imaginer, au final, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui vient pour la première année, c'est professionnel, ils veulent faire de l'argent et c'est comme la première année d'un entrepreneur, tout simplement. Genre, ça peut être bien, mais ça peut jamais être parfait. Exactement. Et c'était, parmi ces 2 années-là, c'était laquelle t'as préférée, je dirais, sur le plan sportif, par exemple, en termes sur de le plan sportif et tout. C'est Leipzig. Ouais. Sur le plan sportif. En fait, on est venu de nulle part. On a super mal commencé l'année. Et puis, pour les Allemands et pour l'Europe, j'étais personne, au final, même si j'avais mon histoire en équipe de France et en France. Et en fait, humainement, ça a été incroyable. Genre, ça a été vraiment toute une équipe qui a tout donné. On était une des plus mauvaises équipes dans la première partie de saison. Et on a tout donné pour changer les choses. Et au final, on a été à un match des playoffs. Ouais. Vivre ça... vivre le changement dans l'équipe, vivre le changement de personnalité, le mindset de tout le monde qui évolue et voir que ça se retranscrit sur le terrain, ça a été un truc de ouf. Tu m'étonnes. Et en plus, sachant que je sais qu'un effectif NFL, c'est à peu près 50 joueurs. Ouais. En ELF, c'est combien? Il me semble qu'on est... En tout cas, dans la première année, on était 56, proche de 60, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Après, il y a d'autres règles en ELF. Il y a un certain nombre de ce qu'on appelle homegrown, donc joueurs qui viennent du pays du club. Donc là, c'était Leipzig, donc un certain nombre de joueurs qui viennent d'Allemagne. Il y avait dans la première année le droit à 8 imports européens et 4 imports américains. Donc, et tout le reste, homegrown. C'est ça. Mais tu vois, ça fait une belle transition pour le sujet suivant, parlant de homegrown. Tu as fait toute ta formation au Flash, pur produit francilien. C'est ça. Il y a quoi, 2 ans maintenant, il y a le Paris Musketeers, excusez-moi, qui est né. Qu'est-ce que ça t'a fait l'année dernière de revenir et de pouvoir enfin jouer en tant que pro chez toi,
dans un stade pro, parce que vous jouez à Jean-Bouin, juste en face du Parc des Princes, Ouais. le stade français. Comment on se sent? Moi, j'ai vu un peu les images sur Insta. Déjà, c'est une franchise qui est stylée. Ouais. Les maillots, ils claquent. On sent que, et honnêtement, bravo les gars. Tu vois, je sais pas vraiment qui s'occupe de ça, Ils font les mais je choses trouve bien. qu'on on a besoin de ça en France. Tu vois, on a des talents, comme tu l'as dit, dans tous les sports, mais on a besoin de les valoriser et montrer que sur le territoire, tu vois, il peut se passer de belles choses. Et vous le faites avec le Paris Musketeers. Comment tu l'as vécu ça? Et à quel moment déjà la proposition elle s'est faite? On t'a contacté, on t'a dit ouais, on monte ça, Jason, on a besoin de toi. Bon, ça y est, ça fait maintenant 2 ans, j'ai le droit de poucave. Vas-y, exclus les rêveurs podcast. J'ai le droit de poucave. Franchement, j'ai eu la chance d'être contacté très très rapidement. Genre le truc, il était même pas encore fait. Ok. Le projet n'était même pas encore conclu que Franzi Dorléans, donc le président du club, il me contactait déjà, il me disait hey, si on fait le truc, on te veut dedans. On te veut dedans et tout. Et je disais ouais, franchement, c'était compliqué de pouvoir se projeter. Il y a aussi cette dure vie de connaître les premières années professionnelles, c'est-à-dire que tu signes un contrat souvent de 1 an, en tout cas pour l'instant. Là, les choses commencent un petit peu à changer. Et l'entre-deux, il est un petit peu dur pour un sportif. Les négociations, savoir si tu vas retrouver un club, savoir si tu repars avec ton club et tout, c'est un petit peu chaud. Et c'était dans ce petit entre-deux que Franzi me dit hey, on te veut, c'est là, ça va se faire, t'inquiète. Alors que moi, je voyais rien. Il n'y avait rien, en tout cas, de tangible et tout. Ouais. Et j'avoue que je doutais un petit peu. Mais en tout cas, dès que j'ai eu la preuve que ouais, ça allait se faire, ouais, franchement, il n'y avait aucun doute. Okay. Il n'y avait aucun doute sur la question pour moi. Moi, c'est pur francilien, pur parisien, pur... Dans une vraie ambiance. Pur banlieue, pur Saint-Denis, pur La Courneuve. Franchement, ça a été un sentiment incroyable. Ouais. C'est-à-dire que j'avais la fierté que le football américain devienne professionnel. Mais alors, la fierté de faire du football américain professionnel en France, à Paris, ça, c'était un sentiment. Pouvoir le présenter à la MIF, aux gens, là, qu'on a leur montrer. En plus, quand on m'a dit Jean-Bouin, les ramener là et leur montrer ce que moi, j'avais connu pendant 2 ans. Bah, truc de ouf. Franchement, genre, chaque match, le premier match arrivé, 4500 personnes. Genre, voir avec en plus un COP qui s'est créé hyper rapidement. Un COP et tout, le COP, il faut un tas de ouf. Big up au COP. Big up à vous, les gars. C'était juste incroyable. Franchement, ça a été incroyable. Ça a été un sentiment vraiment incroyable, même si l'année, elle a été un petit peu compliquée. Moi, j'ai cœur à, franchement, partager avec le public, rendre au public. Et on n'arrivait pas à produire le jeu ou le spectacle que j'aurais voulu leur donner dès le début d'année. C'était vraiment... Quand même, hein. Moi, j'ai un highlight en tête où... en High Shield 21, il faut le dire, tu sautes au-dessus d'un joueur quand même. Parce que là, il est très modeste. Il dit on n'a pas réussi à produire ce que le public attendait. Ça, c'est de la deuxième partie. Du coup, en première partie de saison, c'était chaud, mais pareil. On a réussi à rester soudés, créer quelque chose, créer une alchimie. Et effectivement, le truc, c'est qu'aussi, pendant la première partie de saison, on a affronté les cadors de la Ligue qui sont déjà là, qui sont déjà en place, qui ont déjà des staff coaching de ouf, qui ont déjà l'habitude de jouer ensemble. Et ça a été, pour une première équipe, maintenant je le sais, je crois que je dois être le seul joueur de la Ligue qui a 3 ans de première année de franchise. Et maintenant, ce que je peux dire... 3 ans de projet. C'est ça, 3 ans de projet. Ce que je peux dire, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, entrepreneuriat, c'est forcément des struggles. Et donc, affronter les meilleures équipes de la Ligue, c'est simple. Hein. Les matchs qu'on a perdus, c'est contre que des demi-finalistes. Ils sont tous allés au moins en demi-finale. Ouais. Simple. Et donc, enchaîner les défaites alors que je suis le fervent défenseur. D'ailleurs, au CFL Combat, j'ai sorti une phrase qui m'a coûté beaucoup d'animosité. Ouais. J'ai sorti un truc du genre, c'est quoi ? Les meilleurs athlètes d'Europe sont en France. Okay, j'ai toujours pensé ça, tu vois. J'ai toujours pensé ça et je voulais le prouver. Donc, c'était un petit peu dur dans cette première partie de saison de se dire le public, c'est le public et l'extérieur, c'est l'extérieur. On perd. On ne peut pas expliquer ou autre, c'est juste on perdait. Et donc, avoir cette deuxième partie de saison où on arrive à se refocus, à quand même garder le cap et finir sur une fiche à 6-6 et finir sur un match où j'ai fait le jump de ma vie. T'es archi stylé. Hein. Ouais. Est-ce que c'était la première fois ou tu l'avais déjà tenté avant ? Franchement, pour l'anecdote, j'avais dit au joueur qu'on appelle l'animal, Mamadou Sy, je lui dis à ce match-là, je jump. Rien à foutre, c'est le dernier, on n'est pas en play-off, ce match-là, je jump. Et là, il y a un petit truc qui se passe pendant ce match, on est en train de gagner, mais je sais pas, ils me font monter, ils sont là à vouloir se battre.
il y a des petits comportements dans le public. Je suis à côté, je vois, il y a un truc qui monte. Et là, je sais que je me dis, hey, il doit se passer un truc. Je reçois la balle et je dis, je jump. Le gars, il s'est pas baissé à rien. Je m'en foutais. J'ai jump et c'est passé. Non, mais ça donne un super bel highlight. J'ai bien aimé ce que tu as dit, les meilleurs athlètes viennent de France. Tu vois, souvent, on entend que la France n'est pas une nation de sport. Ouais. Je trouve que c'est vrai, on ne l'est pas encore, mais on a tout le potentiel pour le devenir. Yes. Tu vois, et c'est un truc qu'on voit dans le foot US, quand tu regardes soit l'équipe de France ou même le Paris Musketeers avec les purs talents de français, on a tout type de morphotype, tout type d'ethnicité. On a tout ce qu'il faut pour être au plus haut niveau partout et dans tous les sports. Et là où je trouve l'initiative belle, c'est que quand il y a des projets comme le Paris Musketeers où on met les moyens pour faire justement mettre en avant ces talents-là, c'est hyper beau à voir. J'ai une autre question sur la saison prochaine, du coup, vu que je peux l'annoncer, hein, c'est pas un scoop. Tu es de retour au Paris Musketeers l'année prochaine. Alors, je sais que les maths dans le sport, ça n'existe pas. Mais j'ai fait mes recherches. Anthony Maungu, en 2021, il joue à Francfort. Je joue à Francfort. Qui a gagné le LF cette saison-là? À ce qui paraît, c'est Francfort. À skip. Je vous laisse vérifier sur Wikipédia en même temps. En 2023, l'année dernière, Anthony Maungu encore à skip. Joue au Rhein Fire. Il est béni en Europe, lui. Qui gagne le LF, excuse-moi, en 2023? À ce qui paraît, c'est Düsseldorf, hein, à ce qui paraît. Cette année, Anthony Maungu est un mousquetaire. Qui gagne. Qui va gagner en 2024? Je ne sais pas si tu as envie de te mettre dans la sauce ou pas, je pose la question. Je me pose aussi. Je me dis qu'il y a des trucs, il y a des signes, je dirais. Il faut suivre les signes, hein, c'est tout. Exactement. Tu vois, j'espère que je n'ai pas jinxé le truc et j'ai lancé une curse de fou sur les mousquetaires, mais vous avez peut-être le gris-gris. Ouais. Plus que ça, on a vraiment renforcé. Franchement, il fait partie, c'est sûr, des armes de cette nouvelle année. Même pour lui, hein, c'est un retour sur les terres, c'est un retour en France. Ça fait très longtemps, on en parlait, là, je mangeais avec lui, on en parlait, je me suis rendu compte qu'au final, ça fait très longtemps, j'ai pas rejoué avec lui depuis junior, il vient aussi du Flash. Je me suis dit, waouh, lui, c'est vraiment un retour sur les terres, et un retour avec les joueurs français, pour le coup. Il y a Maceo qui est aussi revenu, donc le MVP défensif de la Ligue, qui est là aussi. Donc c'est des beaux retours de joueurs français avec aussi Kevin Mamba, tight end aussi que j'ai connu au Flash, un des meilleurs tight ends d'Europe. C'est sûr qu'il va aussi beaucoup aider. Donc on était déjà bon, je pense. Comme je l'ai dit, une première année, c'est toujours des struggles. Donc on a beaucoup appris. Des grosses forces nous ont renforcés. Donc, il y a des joueurs d'expérience. Des joueurs d'expérience qui vont beaucoup apporter. Après, c'est sûr que le foot, le sport, c'est jamais aussi facile, hein. Les autres équipes se sont aussi beaucoup renforcées. Mais en tout cas, on a de quoi parler cette année. Ok, on va laisser ça comme ça. On a de quoi parler cette année. Exactement. Est-ce qu'il y a un match que tu attends particulièrement, tu sais, en mode coché sur le calendrier? Franchement, j'ai tellement le seum, en vérité. J'ai tellement le seum de l'année dernière parce que je suis encore une fois un des fervents défenseurs de dire les athlètes français sont les meilleurs. Et perdre contre les équipes allemandes, je supportais pas. Franchement, je supporte pas. Et là, on a perdu contre les plus gros cylindrés et tout. J'ai vraiment, vraiment envie de tous les éteindre. C'est tout. Genre, juste prouver que c'est les Français. Arrêtez de penser que vous êtes l'étoile ou le football sur la carte européenne. Non, c'est nous. Et s'il y avait un petit plus, ce serait Düsseldorf. J'ai joué là-bas, ils sont champions en titre. Et ça parle beaucoup, surtout dans mes DM. Ok, ça trash talk. Ok. Ah bah, tu sais quoi, je vais me brancher. Là, tu m'as hypé pour le match, je sais pas c'est quand. La saison, elle commence quand? En juin, début juin. Début juin jusqu'à... Début juin, il me semble que, je dis pas n'importe quoi, notre premier match est le 8 juin. Contre Hambourg. À domicile ou à l'extérieur? À l'extérieur. Okay. D'ailleurs, je passe un message au Paris Musketeers. Si jamais il y a des All Access qui se... non, nice. Il y a des All Access qui se perdent, n'hésitez pas, votre gars, il est là. Du coup, toi, tu as fait toute ta formation ici. Je te parlais de Ryan tout à l'heure. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui vont jouer en cégep, qui vont au Canada, qui tentent leur chance aux États-Unis. Est-ce qu'avec du recul, c'est un truc que tu aurais aimé faire, toi, ou non, pas du tout? Alors, j'ai failli. Franchement, j'ai failli que ça soit en JUCO et en cégep, les deux.
J'étais à vraiment 2 doigts. Surtout en cégep, j'étais vraiment... c'est une histoire administrative, j'allais partir. Je pense que forcément, quand tu fais du football américain en France, si tu espères aller au plus haut niveau, tu vas aller outre-Atlantique, forcément. En plus, je pense que quand tu as une full ride scholarship, tu n'es pas dans les mêmes conditions Exactement. que tu t'entraînes ici. Que ce soit dans le planning de la journée. Franchement, quand tu es un passionné de sport, tu sais qu'il faut un sacré focus pour performer. Je pense que le football américain, c'est quand même un des sports où il faut le plus de focus, que ce soit techniquement, stratégiquement et surtout par la dimension athlétique de ce sport. Il faut qu'il y ait des gens qui sachent de quoi ils parlent. Et quand tu es jeune, quand tu as tes 16, 17 ans, ça va être peut-être beaucoup plus dur pour toi de trouver les gens adaptés ou ce qu'il te faut, en tout cas niveau physique ou niveau préparation physique, même si je ne dénigre pas du tout la formation qui est faite. Franchement, je pense que de toute ma carrière, le meilleur staff coaching que j'ai eu, il était en junior, pour dire. Mais ouais, il y a un truc qui se fait quand tu peux ne penser que à ton activité. Et quand tu vas en JUCO, en universitaire, outre-Atlantique, c'est ça. Ils font tout pour qu'il n'y ait que ça. Donc, si tu aspires à jouer que à ton sport, forcément, à un moment, tu as pensé à aller là-bas. Ouais. Maintenant, est-ce que je regrette ? Non. Ouais, bien sûr. Je ne regrette pas. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu la discipline qu'il faut pour aller en NFL. Ouais. Et aujourd'hui, la fierté que je tire à être là où j'en suis, juste en étant été en France, et en étant été... En fait, mon rêve à moi, ça a toujours été... je ne vois pas pourquoi on envie les Américains. Bon, c'est sûr qu'il y a une dimension financière et autres, bien sûr. Non négligeable, mais pourquoi on ne pourrait pas faire le truc ici ? Pourquoi on ne pourrait pas créer quelque chose ou une ligue, en tout cas ? Je dis pas pareil, mais... Et donc, ça a toujours été le rêve qui était dans un coin de ma tête. Et donc, le LF, ça répond complètement à ce à quoi j'aspirais, quoi. Donc, si le jeune moi aurait pu aspirer à partir et tout, le vieux moi, il ne regrette pas du tout son parcours et le chemin qu'il a mené jusqu'à là où il est aujourd'hui. Ok, il y a 2 choses que tu as dit que j'ai beaucoup aimé. Déjà, tu as parlé de tes rêves. Ouais. Et on est là, hein, les rêveurs podcast, le nom est dans le titre. Et deuxièmement, c'est l'aspect muscu, je dirais, qu'il y a dans la préparation physique pour jouer au foot US. Et je sais que c'est un aspect hyper important. Alors ça... comme je t'ai dit, j'avais fait un podcast avec le préparateur physique de joueurs NBA. Et il me disait que lui, quand il entraînait des basketteurs, il voyait direct la différence avec les joueurs de foot US. Ah T'as des basketteurs qui, en arrivant en NBA, les mecs qui sont jamais allés en salle de muscu. Jamais. Il te dit, il y a un gars comme... allez, je dénonce. Désolé Mike, j'espère que c'est en français, c'est pas grave. Un mec comme Jalen Green, le joueur des Houston Rockets, il arrive chez les Houston Rockets, il n'a jamais fait de la muscu. Genre, squat et tout, ça ne dit rien. Après, c'est pas la même musculation que pour le foot US ou d'autres sports. Mais tu vois, moi, ça m'a choqué. Tu vois, c'est un mec, il est quand même parti en Division 1 et tout. Bon, il y a eu le Covid, l'année où il était universitaire. Je crois qu'il a même joué en G-League, d'ailleurs. Tu te dis, wow, le mec, il n'a jamais fait de muscu. Genre, là, son athlétisme, c'est... C'est lui et lui. C'est lui et lui. C'est fou. Après, ils ont des entraînements à l'instar de ce qu'on peut voir en Europe. Les sports américains, ils auront toujours des entraînements d'athlétisme, de savoir courir, des temps de proprioception et tout. Donc, même s'ils n'ont pas fait de la pure muscu, ils ont quand même fait de la renfo et tout, genre entretien et autres. Maintenant, même au football américain, je pense qu'on peut voir une évolution sur les gabarits et physiques aujourd'hui. On va peut-être moins donner d'importance à celui qui allait vraiment la muscu, les physiques massifs et tout. À l'époque, c'était vraiment ça. Maintenant, on repère que sur quelques postes, quand même, on va privilégier l'athlétisme de la personne. Mais ouais, il y a certains postes où c'est juste impossible. Genre les athlètes purement d'opposition, par exemple, je pense aux hommes de ligne. Quand tu ne dois pas juste le faire avec toi et que tu es en opposition avec quelqu'un, genre... c'est limite un sport de combat. Et donc, c'est pas que ton corps, c'est genre la force de la personne qui est en face. Et donc, au niveau de tes articulations et autres, tu peux être qui tu veux. Mais si le gars en face de toi, il te met une pression d'un bench à 180 kilos et que toi, tu n'y vas pas, ça va te faire bizarre. Et si tu peux le faire, maintenant, pouvoir répéter l'effort tout au long du match face à cette personne qui, lui, est bien préparée physiquement, c'est vraiment bizarre. Et c'est ça la subtilité avec le foot US où, en fait, à chaque play, à chaque down,
c'est comme si ça recommençait. Ah, ça a recommencé. Tu vois, c'est un sport qui est très explosif où, en fait, dès que tu es sur le terrain, tu dois être à fond. C'est ça. Parce que tu n'y es pas tout le temps. Mais tu dois être à fond. Du coup, ma question, en fait, c'est comment tu t'entraînes pour préparer ça, tu vois. Waouh. Là, pour la première fois de ma vie, là, j'ai décidé que c'était ma saison. J'ai pris un préparateur physique, Steve de Laval. Et donc, franchement, il m'entraîne dans toutes les dimensions du jeu. Franchement, même ce que j'ai jamais fait de ma vie et tout, je m'entraîne pour la première fois même un peu plus comme un receveur que comme un running back pour être un peu plus complet. Un peu plus complet que ce que j'ai pu être tout au long de ma carrière. Et si on parle de préparation physique muscu, tout. Ouais. Genre, tout. Tu prépares tout. Genre, autant puissance, explosivité, force, souplesse, stretching. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste te contenter d'avoir des muscles puissants. Tu dois avoir des muscles qui sont endurants, qui répètent cet effort. C'est comme si on disait un sprinter. Un sprinter, c'est comme si tu imaginais, je sais pas, Usain Bolt qui fait son sprint 15 fois par match. Genre, en tout cas, par exemple, pour moi, running back, ton départ à la course, c'est à chaque fois pure intensité. Genre, tu fais ton départ à chaque fois à fond et c'est être puissant, mais pouvoir répéter l'effort tout au long du match pendant 4 quarts temps. Donc, toutes les dimensions. Ok. Et du coup, là, tu as 31 ans, c'est ça? 31 ans. Comme on dit en anglais, hein, Father Time is undefeated. C'est pas ce que je te souhaite ou quoi que ce soit, mais comment voilà, tu te sens, sachant que le LF, c'est une ligue nouvelle. Ouais. Est-ce que tu dois continuer encore très longtemps? Tu vois, on voit des athlètes phénoménaux qui tirent jusqu'à 40, voire plus dans certains sports. Yes. Je connais pas ton passif au niveau des blessures ou quoi que ce soit. Alors, je suis un peu un miraculé. Genre, on dit normalement, tu connais rupture des ligaments. Ouais. Et tout. Moi, j'en ai un à chaque genou. Ok, les deux. Ouais, j'ai eu les deux pendant ma carrière et tout. Et ça va, j'arrive encore à jumper des gars. Donc, pour l'instant, Mais je confirme. tout non. Franchement, je me sens bien physiquement. Genre, j'avoue qu'une blessure aujourd'hui, ça ne voudrait pas dire la même chose qu'une blessure il y a 10 ans. Mais en tout cas, tant que mon corps y suit, tant que le projet est en adéquation avec ma vie, tout va bien. Ok, pas de souci. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Reggie Bush. C'est qui les joueurs NFL qui t'ont fait kiffer? Tu vois, genre en grandissant ou même pendant ta carrière, des gars sur qui tu as pris exemple, ou juste dans la façon de jouer, t'ont fait kiffer? Alors, dans la façon de jouer, je regarde tout le monde. J'apprends de tout le monde et même pas que des joueurs NFL. Là, par exemple, je m'entraîne avec Anthony, je m'entraîne même avec des cadets, des juniors. Je les regarde. Ce que moi, j'ai pas chez moi, je regarde chez eux. Genre, Même chez des plus jeunes, ouais. Ouais, même chez les plus jeunes, je suis un vraiment grand observateur. Genre, je me dis, ah ouais, lui, pour mettre son move, il fait ça, il contracte comme ça, et il catch comme ça. Il est plus propre que moi. Genre, je peux prendre exemple sur n'importe qui. Et dans l'inspiration, ça va être plutôt au niveau des mentalités. Et il y en a eu franchement beaucoup, les plus grands, je dirais. Les Cam Chancellor, c'est bizarre, c'est beaucoup des défenseurs alors que je suis attaquant, mais c'est des Cam Chancellor, c'est des Ray Lewis, c'est vraiment des Dawkins, des mentalités de Starbé, genre des gars qui turn off et qui foncent dans le truc. Ok, et du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir NFL? Tu vois, moi, je vais te donner le mien, comme ça te laisse le temps de choisir. Ok. Forcément, je ne suis pas un grand observateur de NFL, mais j'aimais beaucoup Odell Beckham Jr. Ah ouais, Tu vois. j'avoue son catch, ok. Incroyable. Ok. Incroyable. Le catch d'Odell, c'était contre les Jets. Je ne sais pas si c'est les Jets. À l'époque, il jouait chez les Giants, à une main. J'avoue que c'est un souvenir. C'est même pas un souvenir juste pour NFL, ce souvenir, c'est qu'en fait, en France, bon, en Allemagne, comme je dis, c'est un peu plus développé, mais en France, genre, il a mis le football américain sur la carte, quoi. Juste avec son action, j'ai vu le truc passer sur TF1, journal de 20h et tout. J'ai dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? J'avoue que plus que pour l'action, c'est la personne autre qui a mis. Qui a fait un peu plus connaître le Il en football faut aussi américain. des faire-valoir comme ça, des mecs qui font grandir le sport en dehors des frontières sportives. Tu vois, je pense aujourd'hui, s'il est connu, c'est même pas forcément que à cause de ses performances, tu vois. Parce qu'il est stylé, parce qu'il communique beaucoup, etc. Ça joue. Claire. On a besoin de plus de gars comme lui. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est quoi, toi, ton meilleur souvenir NFL? Que ce soit une action, même un match, tu vois, une soirée entre potes, je sais pas, vous avez regardé le Super Bowl en... Ah, il y a les Super Bowls, ça c'est clair. Le meilleur souvenir. J'avoue comme ça. Je me rappelle de Dawkins qui tape un punter. Ça n'a rien à voir, c'était au Pro Bowl. Normalement, tu joues soft et tout. Lui, il arrive, il le
J'ai dit, ah ouais, il est vraiment taré, lui. Tu lui mets une balle sur un terrain. Ouais, pour les gens qui ne connaissent pas le foot US, si tu peux préciser un punter, qu'est-ce que c'est? Donc, un punter, c'est quelqu'un qui est sur une unité spéciale, donc qui normalement n'a pas beaucoup de contact. Il est là pour kicker la balle. Donc, les rares phases de football américain où on joue la balle au pied. Et donc, au Pro Bowl, c'est encore plus soft, quoi. Ouais. C'est un match de gala. C'est un peu un All-Star Game. Voilà, exactement, et tout. Et il a rien à foutre. Il a été coupé. Ouais. Et donc, j'avoue que ça m'a mis... je peux regarder l'action encore aujourd'hui et puis me dire, ah ouais, c'est ça la mentale. C'est ça la mentale qu'il faut. Mais tu as joué défenseur, toi aussi? J'ai joué défenseur, une année en tant que safety. Ok. Safety. Non, t'as pas poursuivi. Franchement, j'ai kiffé, mais j'étais meilleur en running back. Franchement, j'apprenais. J'ai pu faire mon Brian Dawkins d'ailleurs sur Yepmo. Big up. Waouh! Oh, le shot de fou! J'avoue, j'ai mis quelques bêtes boîtes. J'ai réussi à faire quelques pics et tout. C'était une année où je réapprenais le football américain sous un autre angle. Et c'était une super belle expérience. Ok, stylé. Du coup, on est dans les Rêveurs Podcast. Forcément, comme je t'ai dit, le nom est dans le titre. Aujourd'hui, c'est quoi les rêves et les objectifs de Jason? Les rêves et les objectifs de Jason. Pouvoir partager ma vision. Pouvoir montrer la beauté du football américain encore plus. Même si ça arrive, je pense que, en tout cas en France, il a encore trop l'image du sport un peu golemont où les gens se rentrent dedans, alors que je pense qu'il partage des valeurs. Franchement, des valeurs en plus qui sont un petit peu inexistantes en France, qui seraient super bien à partager. C'est-à-dire il est assez inclusif au niveau des physiques, au niveau des mindsets, au niveau de l'abnégation. On est un peu arrêté, je pense, en France, où on va tout de suite se dire qu'une personne, par exemple, en surpoids, n'est pas sportive. Ouais. Et juste ramener ce mindset, je pense que ça pourrait débloquer pas mal de choses, juste pour les départs. Je parle beaucoup à beaucoup de personnes qui, par exemple, juste aller à la salle de sport, juste parce qu'elles sont en surpoids, ont du mal. Ouais, et, à cause du regard des gens. À cause du regard des gens et tout. Et juste apporter ça, juste mettre le football américain sur la carte en tant que sport en France, en tout cas en tant que sport possible en France, ce serait déjà pas mal. Ok, top. Du coup, 2 dernières questions avant qu'on finisse. La première, c'est quoi la playlist de Jason avant les matchs? Tu vois, si tu peux donner 2-3 sons que tu te mets, tu vois, comme tu dis, je veux tous les éteindre, c'est quoi les musiques pour éteindre, justement? Ça se trouve, t'écoutes du Neyo, on sait pas. Hein. Ça, c'est bizarre. Franchement, rien à voir. Ah ouais? Franchement, rien à voir. Il y a des focus, c'est franchement du zouk. En mode Thierry Henry. Si vous écoutez, j'écoute du zouk. Okay. Franchement, on se voit sur ma truc. En plus, des regards de tueurs et tout. Un truc, ou sinon, je peux écouter des sons de mon pays d'origine, un peu plus tribaux et tout ça, du Bénin et tout, juste pour faire le focus. Ouais, il n'y a pas rien de précis. Non, mais il peut y avoir du Kerry James, être vénère, du Eminem aussi, voilà, à l'ancienne. Ça marche. Autre question, comme je t'ai dit, je reçois Ryan Kefif bientôt. Okay. Donc je te laisse regarder la caméra ici. Ah, ça, c'est une dédicace. Quel message tu peux lui faire passer? Dédicace ou pas, hein, tu peux envoyer un scud quand t'as envoyé au chef à qui t'as mis une boîte, je sais pas quand. Donc pour Ryan Kefif, là, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, pour Ryan Kefif. Soit une question, soit ce que tu veux, ce qui te vient là. Ce que je veux. Gros, t'es un des meilleurs joueurs d'Europe. Je sais que tu as passé quelques saisons un peu difficiles. Continue à croire en toi, continue à faire ce que tu fais et reviens-nous. Ryan, reviens-nous. Let's go. Du coup, instant promo où les gens ils peuvent te retrouver. C'est le moment où tu regardes la caméra, pareil, tu envoies tes réseaux. Ok, tout. Alors facile. Hein. Donc, je m'appelle Jason Aguemon. On me trouve sur tous les réseaux sous Jason Aguemon, Instagram, Twitter, TikTok. Je me suis mis à TikTok il n'y a pas longtemps, donc voilà. Let's go. Et nous, les gars, c'était les Rêveurs Podcast. C'était votre boy, Charles DB, qui est Wavy Charlie. Les Rêveurs Podcast, tout attaché sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes et même TikTok. Maintenant, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. N'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous et partagez. Très important. Et pour les curieux et les fans de foot US, ça se passe à Jambouin au mois de juin, Paris Musketeers. Jason Aguemon.
Les Rêveurs Podcast. Merci beaucoup, Jason. Un plaisir, mon gars. C'est fini. Peace. I'm on your body, sempe. This your love, je. Make you walk out, je. Make you sempe.